Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Bonsoir, je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls les noms des personnes et des lieux ont été changés. Ce soir, l'homme à la fleur tatouée. Il avait fait très beau ce dimanche 17 décembre. Le soleil avait brillé toute la journée, réchauffant la terre et inondant la campagne environnante d'une douce lumière. 4 heures de l'après-midi venaient de sonner au clocher du village. Tout était paisible, calme et silencieux. C'est à peine si l'on entendait de temps à autre, dans le lointain, les derniers coups de fusil de quelques chasseurs attardés et les aboiements de leurs chiens. Oui, ça avait été une très belle journée. L'hiver s'avançait timidement. Dans moins d'une semaine, on fêterait Noël, et déjà dans les villes et les villages alentours, chacun se préparait à célébrer joyeusement la nativité. Confortablement installé dans mon vieux fauteuil, je lisais un bon bouquin, tandis que Cécile, ma femme, enfermée dans sa cuisine depuis plus d'1 heure, confectionnait un de ces délicieux fards bretons dont elle a le secret. Quant à Gaël, mon plus jeune fils, assis devant son piano, il massacrait allègrement une ravissante sonate de Scarlatti, qui ne lui avait pourtant rien fait. Avec un acharnement consciencieux, mon charmant bambin tapait sur son clavier, confirmant ainsi ce que ma femme et moi pensions depuis longtemps, sans oser nous l'avouer. Le cher petit était certainement doué pour jouer du tambour, mais pas du piano. Donc, je lisais, ou plutôt j'essayais de lire, quand soudain la sonnerie du téléphone retentit, mettant ainsi un terme aux souffrances de l'instrument et de la malheureuse sonate qu'il avait échappé belle. À l'autre bout du fil, mon adjoint, le major Morsan, qui m'informait que Louis Dreiss, le garde-chasse, venait d'être grièvement blessé dans la forêt des Trois-Fontaines. Il avait reçu, pratiquement à bout portant, une décharge de chevrotine. Blessé à mort, le vieil homme avait néanmoins trouvé la force et le courage de remonter dans sa voiture et de regagner son domicile. Arrivé chez lui, il s'était écroulé sous les yeux de sa femme. Celle-ci avait immédiatement appelé la brigade territoriale, qui nous avait prévenus à son tour. D'après l'adjudant-chef Marin, commandant la brigade, ce ne serait pas un accident. Je m'habillais à la hâte, et moins de 10 minutes plus tard, je rejoignais le major Morsan et les gendarmes Fillot et Beauvais, le technicien des investigations criminelles, dans l'estafette qui démarra aussitôt aux sirènes hurlantes. Nous arrivons à la maison du garde-chasse, pratiquement en même temps que l'ambulance que Morsan avait appelée. L'adjudant-chef Marin est déjà sur place, tandis que ces hommes maintiennent à distance les voisins et amis, accourus aux cris de Madame Dreiss. Ils tentent, par des paroles apaisantes, de calmer la vieille femme qui, entre 2 sanglots, ne cesse de répéter « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils t'ont fait, mon pauvre Louis? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» Le garde-chasse, toujours inconscient, gît à même le sol devant sa maison. Avec d'infinies précautions, les ambulanciers, aidés des gendarmes, installent le malheureux dans l'ambulance qui part immédiatement pour le centre hospitalier régional. Les uns après les autres, les curieux quittent la place. Chacun rentre chez soi en commentant l'événement. À la suite de Madame Dreiss, nous pénétrons, Morsan, l'adjudant-chef Marin et moi, dans la maison du garde. De sa démarche hésitante, la vieille dame nous précède jusqu'à la petite salle à manger. Le mobilier est simple, rustique, sentant bon la cire. Autour de la table sont disposées 4 chaises. Madame Dreiss s'assied et nous invite à en faire autant. Elle semble avoir retrouvé un semblant de calme. Elle nous regarde l'un après l'autre, sans nous voir. Le désespoir et l'incompréhension se lisent dans son regard. De grosses larmes coulent sur son beau visage. Notre émotion est grande.
J'attends quelques instants, puis, d'une voix que je m'efforce d'adoucir, je lui demande si elle accepte de répondre à mes questions. Après s'être essuyé les yeux avec son mouchoir, elle me fait oui de la tête. Madame Dryce, avez-vous remarqué ces derniers jours un changement de comportement chez votre mari? Était-il nerveux? Vous a-t-il fait part de certaines craintes qu'il avait? Se sentait-il menacé? Lui connaissiez-vous des ennemis? À chacune de mes questions, après un court instant d'hésitation, la vieille dame répondait non de la tête. Madame Dryce, avant de perdre conscience, votre mari vous a-t-il parlé? Essayez de vous souvenir, madame. Tout ce que vous me direz peut nous aider à retrouver son agresseur. Je vous en prie, faites un effort. Recroquevillée sur sa chaise, Madame Dryce est immobile. Seules ses mains, agitées d'un léger tremblement, semblent vivantes. Soudain, la vieille dame se redresse, prend une longue inspiration, à moins que ce ne soit un sanglot étouffé, et se met à parler. Ce matin, Louis s'est levé à 6 heures comme d'habitude. Il a bu son café au lait et il est allé agréner les faisans de l'élevage au bois brûlé. Oui, la société de chasse possède un élevage de faisans. C'est Louis qui s'en occupe. Après l'agrainage, Louis est rentré et comme aujourd'hui il y avait une battue au sanglier, il est allé poster les chasseurs de la commune. Et il a fait son tour, comme à chaque fois, pour voir si les chasseurs étaient bien à leur poste. Et après, il a mis en place les rabatteurs, comme on fait d'habitude. Et puis, il a donné le signal du départ de la battue. Comme tout se passait bien, il est rentré ici vers midi et demi. Après le déjeuner, vers 2 heures, il m'a dit, pourvu qu'il n'aille pas chasser dans la réserve, je ferais peut-être mieux d'y aller jeter un petit coup d'œil. Alors, il a repris sa méhari et il est reparti. Moi, comme j'avais fini ma vaisselle, j'ai pris mon tricot et je me suis installé sur le divan. J'ai dû m'assoupir un peu. Vers 3h30 de l'après-midi, j'ai entendu la voiture de Louis qui arrivait. Je suis allé ouvrir la porte et j'ai vu Louis tout en sang qui tombait au pied du perron. Je me suis précipité vers lui. Il parlait à voix basse, alors je me suis penché vers lui et j'ai entendu ce qu'il disait. Il m'a tiré à bout portant. Un grand type dans les 40 ans, blond avec une moustache. Il a 2 chevaux jaunes. Mon Dieu que j'ai mal, il disait. Alice, appelle les gendarmes. Et puis il s'est évanoui. Moi j'ai crié. Les voisins sont venus et je vous ai appelé. Mon Dieu, mon pauvre Louis, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? J'envoie un de mes hommes chercher une ou 2 voisines afin qu'elles s'occupent de Madame Dryce après les instants douloureux qu'elle vient de vivre. Pendant ce temps, l'adjudant-chef marin, utilisant la radio de l'estafette, alerte toutes les brigades de la région et fait établir des postes d'interception. Hélas, ceux-ci ne permettront pas de retrouver la 2 chevaux jaunes. De mon côté, chez Madame Dryce, j'appelle l'hôpital. Le médecin-chef que j'ai au bout du fil m'apprend que le vieux garde-chasse est mort pendant qu'on tentait de l'opérer. Une immense tristesse m'envahit. Madame Dryce, qui ne m'a pas quitté des yeux tout au long de ma conversation avec le médecin, me regarde avec intensité, guettant sur mes lèvres un mot d'espoir. Et c'est la gorge serrée que je lui fais part de la terrible nouvelle. Dehors, la nuit est froide, noire, sinistre. Nous remontons en voiture et nous dirigeons vers la forêt des 3 Fontaines. Mais c'est en vain que nous essaierons de retrouver précisément le lieu de l'agression. Je demande à l'adjudant-chef marin de mettre en place un dispositif afin de protéger la zone supposée du meurtre. Le lendemain, dès le lever du jour, ces hommes et les miens ratisseront la forêt dans l'espoir de trouver quelques indices.
Pendant ce temps, je rencontre personnellement M. Tranheim, le maire du village, qui est aussi le président de la société de chasse. Il semble très abattu par la mort de Louis Dreiss. Louis était un brave homme, estimé de tous. M. Tranheim me communique la liste des chasseurs ayant participé à la battue au sanglier. Il me donne également le nom de tous les hommes de la contrée qui, à sa connaissance, possèdent un fusil et qui auraient eu, par le passé, maille à partir avec le garde-chasse. De retour à mon bureau, je fais convoquer tous les chasseurs figurant sur la liste communiquée par le maire. Je les entends l'un après l'autre. Et j'apprends pas mal de choses importantes. Ainsi, ce dimanche, vers 14h30, 15h, des chasseurs postés ont vu sortir une voiture de la réserve de chasse. À leur vue, le conducteur a arrêté son véhicule et leur a demandé où il pourrait trouver un poste de secours, car, disait-il, un garde-chasse gisait blessé dans la forêt. L'homme était grand, mince, blond, portait une fine moustache. Il était âgé d'environ 40-45 ans. Il était vêtu d'un costume de chasse en velours marron et portait, accroché à sa cartouchière, un long couteau de chasse. Il avait également, et ce renseignement s'avéra par la suite d'une importance capitale, une rose rouge tatouée sur le dos de la main gauche. Aucun des témoins présents n'eut hélas le réflexe de noter le numéro minéralogique de la voiture. C'était une 2 chevaux jaune. L'enquête venait de faire un premier pas. Le signalement du conducteur de la 2 chevaux correspondait trait pour trait à la description faite à sa femme par le garde-chasse agonisant. Grand, blond, fine moustache, 2 chevaux jaunes. Qui était donc ce meurtrier qui, détail que le vieux garde-chasse n'avait pas remarqué, portait une rose rouge tatouée au dos de sa main gauche? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. J'appelai aussitôt au téléphone le colonel Roll, qui dirigeait avec une grande compétence le service technique de recherche judiciaire et de documentation au fort de Rosny, près de Paris. Après un bref échange de propos amicaux, je lui fais part de mes recherches. Avait-il dans son fichier Judex un homme grand, blond, moustache, la quarantaine, portant une rose tatouée au dos de la main gauche? Il faut savoir que le fichier Judex de la Gendarmerie nationale est unique au monde. Plus de 500 000 individus ayant déjà eu affaire à la justice y sont répertoriés, classés selon leurs signes particuliers, leur surnom, leur anomalie physique ou leur tatouage. Moins de 10 minutes plus tard, j'avais le renseignement. Le colonel Roll me communiquait une liste de 7 hommes correspondant à la description. Grand, blond, 40-45 ans, moustache, une rose tatouée au dos de la main gauche. Tous avaient déjà été condamnés. 4 pour vol dans le Midi, 2 pour hold-up, quelque part en France, le 7e pour meurtre en Alsace, 15 ans auparavant. Il s'appelait Nicolas Herlac. Il avait 41 ans et demeurait à Revigny-sur-Ornain. Ça ne pouvait être que lui. Je remerciais vivement mon ami, le colonel Roll, pour la qualité et l'efficacité de son fichier, décidément le meilleur du monde. Il nous faut à peine un quart d'heure pour trouver l'adresse de Nicolas Herlac. Il habite maintenant Vernancourt, un village situé à une 20aine de kilomètres d'ici. Je me rends immédiatement à son domicile, accompagné de 4 de mes hommes. Comme je le craignais, Herlac n'est pas chez lui. À tout hasard, je frappe à la porte de l'appartement voisin. Le vieil homme qui vient ouvrir la porte nous confirme que Nicolas Herlac habite bien ici, mais qu'il lui arrive de disparaître plusieurs jours durant.
La dernière fois que je l'ai vu, c'était dimanche matin, très tôt. Il allait à la chasse. Enfin, c'est ce que j'ai pensé, vu qu'il était habillé en chasseur, voyez. Il avait un costume en velours marron et tout ça. Cartouchière, fusil. Il avait aussi un gros poignard accroché à sa ceinture. Je l'ai pas revu depuis. De toute façon, je l'évite autant que je peux. Moi, il me fait peur. C'est une brute. Il passe son temps à frapper les gens. Tenez, il avait une petite femme gentille comme tout, Martine qu'elle s'appelle. Elle était du même village que moi, Saint-Rémy-sur-Bussy. Ses parents sont de vieux amis à moi. Ils ont encore un petit salon de coiffure à Saint-Rémy. Ah oui, une gentille fille, Martine. Eh ben, figurez-vous qu'il la battait comme plâtre, n'est-ce pas? Alors, chaque fois, la pauvre gosse, elle allait se réfugier chez ses parents à Bussy. Et lui, alors, il devenait comme un fou. Il disait qu'il pouvait pas se passer d'elle. Alors, à chaque fois, il allait la rechercher là-bas. Moi, pendant 4-5 jours, ça allait bien. Et puis, tout d'un coup, pour un oui, pour un non, il la battait à nouveau, la brute. La dernière fois, c'était samedi, je me souviens. Je l'ai croisée dans l'escalier, Martine, au moment où elle filait en douce, en larmes et salement amochée. Je vous le dis, Erlac, c'est une brute. Dès qu'on n'est pas d'accord avec lui, il cogne. Il connaît que ce langage-là. Une brute, je vous dis. De retour à la gendarmerie, je fais diffuser un message de recherche à toutes les brigades territoriales dans un rayon de 100 km. Puis, je rassemble tous mes hommes de la section de recherche et leur fais part du plan que je compte mettre en action. À n'en pas douter, Martine, la compagne de Nicolas Erlac, a dû se réfugier une fois de plus chez ses parents, à Saint-Rémy-sur-Bussy. Nous avons donc 9 chances sur 10 de retrouver Erlac là-bas. Il faut faire vite, messieurs. Morsan, appelez la brigade de Saint-Rémy-sur-Bussy et les brigades voisines, qu'ils établissent discrètement un cordon autour du village. Valois et 6 hommes avec moi. Direction Saint-Rémy-sur-Bussy. Vite! Il est presque 11 heures du soir quand nous arrivons à Saint-Rémy. Les gendarmes des 4 brigades sont en poste et ceinturent le village, dans lequel, depuis le coup de téléphone de Morsan, personne n'est entré ni sorti. La nuit est noire. Nous pénétrons, mes hommes et moi, dans le village endormi. Nous trouvons rapidement le petit salon de coiffure, devant lequel stationne une 2 chevaux jaune. Il est là. Je ne me suis pas trompé. Mais hélas, on ne peut pas agir avant 6 heures du matin. Il est 23h30. La longue attente commence. J'ai placé le chef Valois et 3 gendarmes à l'arrière de la boutique. On ne sait jamais. Pendant près de 7 heures, luttant contre le froid et la fatigue, les yeux rivés sur les fenêtres de l'appartement, les sens en alerte, nous guettons le moindre mouvement, le moindre bruit. Dans presque 7 heures, nous toucherons au but. Soudain, une pensée angoissante m'envahit. Qu'allons-nous découvrir quand nous pénétrerons au petit jour dans l'appartement? Erlac est violent, brutal, il l'a prouvé. Et si Martine avait refusé de reprendre la vie commune? S'il l'avait à nouveau frappé? Ou pire encore, cet homme a déjà tué. Je crois que je n'ai jamais autant espéré voir le jour se lever. Mon commandant, il est 6 heures. Allons-y, messieurs. Soyez vigilants, hein. L'homme est dangereux. Nous sonnons à la porte. Après un long moment, elle s'ouvre. Bousculant presque le vieux monsieur encore tout ensommeillé qui vient d'ouvrir, nous nous précipitons armes au poing dans le petit escalier qui mène au premier étage. Là, dans une des chambres, nous trouvons Erlac, allongé tout habillé sur un lit, un fusil à ses côtés. Il tente de se défendre, mais en vain. Après une courte lutte, nous le maîtrisons, lui passons les menottes et l'emmenons. La scène s'est déroulée très vite. Martine et ses parents, muets de stupeur, hébétés, cloués sur place, nous regardent partir sans comprendre. Moins d'1 heure après, de retour à la gendarmerie, je fais mettre Nicolas Erlac en chambre de sûreté. Puis, malgré l'heure matinale, j'appelle le juge d'instruction à son domicile. À 8h05, il pénètre dans mon bureau. Je fais aussitôt amener Nicolas Erlac.
L'interrogatoire commence. Nicolas Herlac, reconnaissez-vous avoir, le dimanche 17 décembre, dans la forêt des Trois-Fontaines, tué d'une décharge de chevrotine tirée à bout portant Monsieur Louis Dreiss, garde-chasse de la commune? Ah bon, il est mort? Oui, il est mort. Reconnaissez-vous avoir tiré sur lui? Ouais, mais il l'a bien cherché. Il m'a agressé. J'étais là, tranquillement en train de chasser dans la réserve, quand ce vieux pecno bondit sur moi en hurlant que j'avais pas le droit de chasser ici, qu'il allait me foutre un PV, qu'il fallait que je lui donne mes papiers et que j'allais entendre parler de lui. Moi, j'aime pas qu'on me parle sur ce ton. Je supporte pas qu'on m'agresse. Alors j'y ai collé une baffe. Voilà qui se met à gueuler comme un putois. Alors je l'ai tiré comme un lapin. Je suis un homme, moi, un vrai. J'aime pas qu'on m'emmerde. Il m'a agressé, il a payé. Puis d'ailleurs, c'est pas le premier, hein. J'en ai puni plus d'un qui m'avait agressé. Ah. Et vous en avez puni beaucoup, comme ça, monsieur Herlac? Hein, ce que je sais, moi, j'ai pas fait le compte. 3, 4... Tout ce que je peux vous dire, c'est que depuis que je suis sorti de prison, il y en a pas beaucoup qui m'ont marché sur les pieds. Voilà, ils l'ont regretté. C'était consternant de bêtises et d'horreur. J'avais honte pour lui. Au cours des mois qui suivirent, après de longues et minutieuses recherches, on découvrit que Nicolas Herlac avait par 4 fois tué un innocent, sans autre motif que poussé par l'irrépressible sentiment d'avoir subi une agression et d'y avoir répondu, sans le moindre remords. Nicolas Herlac était-il un monstre sanguinaire ou un dangereux malade mental, maniaque du crime? Qui pourra jamais répondre à cette question? Nous étions le mardi 19 décembre. L'enquête était close. Herlac avait signé ses aveux et avait été écroué. Dans 5 jours, nous fêterons Noël. Chacun célébrera à sa manière la naissance de celui dont le message était « Aimez-vous les uns les autres et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté ». Bonsoir.